Donc, bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude pour ces séances d'échange, de formation. Et aujourd'hui, c'est un jour assez spécial parce qu'on ne va pas faire de la technique pure, on va échanger sur des problématiques DevOps. Et vous avez effectivement un certain nombre de questions à poser à notre invité DevOps ce soir. Et je vais du coup laisser Kevin du coup réactiver son micro parce que je crois que par contre, il a dû avoir un souci de micro. Il a même eu un souci de déconnexion. Bon, on va attendre déjà qu'il revienne. Bon, je vais couper Oui, l'enregistrement temporairement. Ah, c'est bon? le meilleur départ de ma C'est vie, bon. ça. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Donc, je vais te Ok. laisser du coup te présenter. Bonsoir à tous. Voilà, dire ce que tu fais. Bonsoir. Je te laisse la parole. Oui, moi c'est Kevin Tibi, 30 ans. Expert DevOps, j'aime pas trop ce mot, hein, on va dire que j'interviens dans des contextes qu'on appelle DevOps. Pour me présenter rapidement, j'ai été diplômé en 2014 à l'université Lyon 1, donc un parcours très Ops, un diplôme système et réseau, donc un M2. Et puis après, j'ai rejoint directement après mon diplôme donc Devoteam. Devoteam, je vais présenter très rapidement, c'est une ESN, c'est une société de services informatiques, à peu près 2500 personnes en France, hein, beaucoup plus dans le monde. Et je suis ce qu'on appelle consultant. Consultant, c'est une personne qui va effectuer des missions chez des clients pour différents sujets. Ça peut être des missions très court terme, ça peut être de 5 à 10 jours ou jusqu'à des missions qui ont duré plus de 2 ans. Donc j'ai un background assez ops. J'ai fait énormément d'OpenStack. Donc c'est vraiment de la gestion de parcs virtuels euh, sur des produits open source. Donc très ops, très Linux, très un peu de réseau, un peu de système. Et puis après, j'ai évolué sur des missions qu'on appellerait plus aujourd'hui autour de la CI. J'ai fait une mission d'un an, par exemple chez Enedis, autour de la CI/CD. Donc c'est un environnement de 400 développeurs où on va travailler énormément sur la mise en place d'outils de développement et de déploiement. Et aujourd'hui, depuis maintenant un an et demi, je suis chez un grand groupe d'assurance et je m'occupe en fait, donc je suis responsable d'un projet de transformation qu'on appelle DevOps. Encore une fois, on met ce mot un peu partout. Et le périmètre, c'est à peu près 200-250 développeurs. Voilà, ça fait un an et demi qu'on est dessus et on n'a toujours pas fini. Comme quoi, il y a toujours quelque chose à faire. Voilà. Ok, parfait, merci et surtout, grand merci de nous avoir donné un peu de disponibilité dans ton agenda assez serré. C'est avec plaisir. Merci à toi, Diran, hein, de m'avoir invité en premier. Ok, parfait. Donc, après les échanges de courtoisie réalisés, on ne va pas perdre de temps et entrer dans le vif du sujet. Alors, il y a un certain nombre de questions qui m'ont été remontées par les personnes que je suis en train de former sur les problématiques DevOps, qui se trouvent un peu de partout dans le monde. Et effectivement, grâce au numérique, on arrive à tous se rassembler au même endroit. La première question, c'est vrai que je te les ai envoyées en avance, mais du coup, là, je vais l'énoncer pour que tout le monde puisse savoir de quoi on parle. Donc, la première question, c'était quelle est la meilleure stratégie d'approche pour diffuser la culture DevOps au sein d'une entreprise qui utilise encore taux de développement traditionnel? Quelle est pour toi la meilleure approche? Alors en fait, ça va être un peu démago, mais il n'y a pas de meilleure stratégie d'approche. En fait, chaque entreprise a une stratégie qui lui correspond. Si je pourrais dire une stratégie d'approche qu'on peut retrouver un peu partout, ça serait la première, c'est de bien identifier la culture de l'entreprise. La culture de l'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement fort. On ne peut pas aller à contre-courant de la culture de l'entreprise. Quand vous arrivez dans une boîte qui a des process en place, qui a une façon de travailler euh, qui peut être pour vous une mauvaise manière de travailler, c'est quand même très difficile d'expliquer à ces personnes que c'est pas comme ça qu'il faut faire et que il faut m'écouter moi. Je vais vous expliquer comment. On se retrouve avec énormément de résistance et c'est ce que
voilà, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Donc, quand on veut justement diffuser une approche, une culture, une façon de travailler, il faut toujours prendre en compte l'existant. C'est très important. Donc, je pense une stratégie, c'est vraiment d'identifier la culture et en même temps aussi d'identifier euh, des vecteurs d'approche, dans le sens où identifier peut-être euh, une équipe dans l'entreprise qui pourrait être plus moteur que d'autres, qui pourrait nous servir, on va dire, de bac à sable. Parce que les gens, ils ont souvent tendance à regarder comment ça se passe et à suivre. Si vous arrivez à faire, on appelle un quick win avec une équipe, vous pouvez tirer tout le monde vers le haut et les gens se raccrochent souvent en fait au train qui est en marche. Les gens voient les gens partir et ils ont envie de participer. Donc je pense, mais une bonne stratégie d'approche serait de toujours bien identifier la culture de l'entreprise, trouver des vecteurs intéressants qui permettent d'aller vite, mais en même temps de faire bien les choses. En général, la plupart du temps, c'est un nouveau projet qui a été identifié dans une entreprise qui va faire peut-être du microservice, qui va peut-être vouloir faire du cloud. Donc, c'est souvent des projets où il y a tout à construire. Euh, Travailler avec eux, en faire une locomotive pour que les gens se raccrochent au train. Ok, ça marche. Donc, réponse effectivement concise. Mais moi, j'avais effectivement une question par rapport à cela. Tu as dit que tu étais en mission depuis 1 an et demi chez un assureur. Et le fait que la mission soit toujours en cours, c'est parce que l'implémentation du DevOps est toujours d'actualité, c'est ça? L'implémentation de la culture. Oui, tout à fait. Ok, Je suis dans une mission, on va dire, aujourd'hui, et on retrouve ça chez beaucoup on va dire, de grosses entreprises qui ont un historique. C'est des choses qu'on va pas retrouver dans des boîtes qui ont moins de 2, 3, 4, 5 ans. C'est des clients, la plupart du temps où j'interviens, c'est des clients qui existent depuis 30 ans, 40 ans, où on retrouve des AS400 qui ont 20 ans, on retrouve des bases Oracle qui ont pas été mises à jour depuis 10 ans. Et on se retrouve souvent aussi avec des personnes qui font de l'IT de la façon dont ils l'ont apprise depuis 10, 15 ans. Et c'est très long de faire évoluer les choses. C'est très long de faire comprendre aux personnes des bonnes pratiques, de leur expliquer une nouvelle façon de travailler. Et donc, parfois, on a l'impression qu'un an et demi, c'est long. Mais je peux vous prendre un exemple comme aujourd'hui Enedis. Enedis, qui est une boîte pour moi qui a beaucoup de développeurs, beaucoup de ops, euh, qui a été précurseur, qui fait du DevOps depuis 8 ans. Ils ont commencé à faire de la containerisation très vite, ils ont fait de la CI/CD très très vite. Pourtant, tous les jours, quand je parle avec d'anciens collègues, ils me disent que les devs se plaignent des ops, que les ops se plaignent des devs, que ça va pas assez vite, que les process sont pas en place. Et alors que, et d'ailleurs, Diran, qui a participé un peu aussi chez ce client, on retrouve des projets qui sont très avancés, qui vont faire du cloud, qui vont faire de l'API, qui vont faire du Docker. Et à côté de ça, on a tout un historique qui n'a pas évolué, qui n'a pas changé. Et pour arriver à changer toute une entreprise, ça prend, je pense, plusieurs années. ok, ok, je vois. Ok, très bien. Deuxième question, du coup, la question effectivement est liée aux technologies. Alors, il se pose la question de savoir quels est, d'après toi, les outils pour bien débuter dans le DevOps? Donc, qu'est-ce que tu peux conseiller en termes d'outils? Effectivement, là, c'est une question assez vaste, mais le but pour la personne qui a posé la question, je pense, c'est de savoir s'il veut se mettre dans le DevOps, qu'est-ce qu'il doit apprendre en termes de langage de programmation, en termes de langage de scripting, en termes d'infrastructure as code, etc. Donc, je reformule. Ok. Vaste question. Je vais encore faire mon démago, hein, comme d'habitude. Il n'y a pas d'outil miracle et d'outil magique. Faut savoir une chose, en tout cas moi je vous parle vraiment avec mon cas personnel. J'imagine que c'est une question qui vient d'une personne qui est junior ou en reconversion dans le DevOps ou Tout à voilà, fait. qui se tourne. Euh, Qu'on attend, enfin en tout cas, si on vous propose un poste qui tourne autour du DevOps, ce qu'on attend d'un junior, c'est pas une personne qui soit experte. Il faut vraiment que vous sortiez ça de l'esprit. Les personnes pour qui vous allez travailler, ils savent que vous êtes junior. Ils attendent pas de vous que vous ayez 5 ans d'expertise sur tel outil. Ce qu'on va attendre, je pense, d'une personne qui commence, c'est
une personne qui s'est renseignée sur certains sujets, qui, par exemple, participe à des événements comme ce soir, qui, si je lui parle de Docker, va savoir me dire qu'est-ce que Docker, pourquoi utiliser Docker. Mais je ne vais pas lui demander de me déployer un cluster Kubernetes. Je sais qu'il n'y arrivera pas. Je sais qu'il y arrivera parce qu'il a fait un TP, mais que si je demande un cluster Kubernetes complètement entré dans mon SI à moi, dans le SI de mon entreprise, il n'y arrivera pas, c'est normal. Il ne connaît pas le contexte, il ne connaît pas les attentes. Donc, ce qu'on demande, je pense, aux personnes, c'est de connaître un certain nombre d'outils qui existent sur le marché. Je peux en citer quelques-uns. Docker, c'en est un. On peut avoir Ansible, on peut avoir Puppet, donc des outils d'orchestration. Tout ce qui tourne autour de la CI, si on est dev, c'est important de connaître des GitLab CI, du GitHub, du Jenkins. Ouais, il y a énormément d'outils. Moi, je les connais pas tous. Par contre, être à l'aise sur les outils, c'est quelque chose qui s'acquiert, on va dire, au fil du temps. Donc, continuer à vraiment être curieux, c'est important. Et je ne parlerai pas d'outils, mais pour moi, pour un débutant, il y a quelque chose de très important, c'est Linux. J'oublie pas Windows, parce qu'il y a des contextes, .NET, avec beaucoup de Windows, mais vous allez retrouver à 95% du temps du Linux. Et Linux, c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser. Euh, c'est très important, dans le sens où tous vos contextes de développement ou autres vont vous demander des bases en Linux. Il faut que vous soyez à l'aise sur un système Linux. Donc, si je donnais un outil aujourd'hui, ça serait pas un outil, ça serait Linux. C'est vraiment travailler sur ça, quoi. Ok, ça marche. Merci, Kevin. Donc, prochaine question. Est-ce qu'un ingénieur DevOps est obligé de connaître tous les langages de programmation? Parce qu'apparemment, il y a certains qui ont vu sur des offres DevOps du C++. Voilà. Non. Bah, moi, je ne sais pas programmer. Moi, j'ai une formation de Ops. Je sais faire des scripts. Je sais faire du script en Bash. Je sais faire un peu de Python. Mais je ne sais pas programmer, je ne sais pas coder. Parce que je ne suis pas dev. Le DevOps n'est pas un nouveau métier. Euh, il y a toujours des devs et il y a toujours des ops. Ceux qui savent développer, c'est les devs. Ceux qui savent faire de l'ops, c'est les ops. On ne demande pas aux devs de faire le travail des ops, on ne demande pas aux ops de faire le travail des devs. Après, pour un développeur, connaître plusieurs langages, oui, c'est toujours un avantage. Après, il faut savoir il y a 4 langages principaux qui se disputent tous les parts du marché, hein. Ça va être C, ça va être Java, ça va être .NET et ça va être de plus en plus les langages alternatifs type Go, type Python, type JS, JavaScript, tout ça. Euh, j'ai envie de dire ce que m'a dit un jour un bon développeur, qui m'a toujours dit le langage, on s'en moque, du moment que tu sais développer sur tous les langages. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de connaître énormément de langages différents. Ok, ça marche. Merci. Et donc, prochaine question. Que deviennent du coup certains acteurs d'une DSI, notamment les DBA? Parce qu'effectivement, quand je les ai formés, je leur ai appris qu'il y a la chaîne d'intégration continue, tout est automatique. Et pour eux, il est question de savoir que devient du coup le DBA qui avait l'habitude de gérer les bases de données vu que tout est fait de façon automatique. Donc, quel est le rôle de ces personnes-là que l'on ne voit pas toujours en avant quand on parle de dev et opérationnel? Du coup, que deviennent les admins DBA par exemple? Eh ben, les DBA, ils continuent de faire ce qu'ils faisaient avant, en fait, hein. Rien n'a changé. Alors, tout est automatique. Oui. Alors, attention, encore une fois, tout ce que vous voyez, enfin, j'imagine, tout ce que Diran vous montre, c'est, on va dire, le côté magique du DevOps. Et puis après, quand vous arrivez dans une entreprise, ça se passe pas tout le temps comme ça. Déjà, on ne laisse pas les développeurs faire ce qu'ils veulent sur les bases de données. Il y a quand même de la sécurité, il y a quand même du contrôle. Tout le monde n'a pas accès, tout le monde ne peut pas créer des bases, tout le monde ne peut pas créer des schémas. Il y a des gens qui ont des comptes qu'en lecture seule. Ça peut être des accès qui sont chiffrés avec des vaults, il n'y a que les applis qui ont accès, tout ça. Donc oui, il y a de plus en plus de choses automatisées, mais aujourd'hui, les DBA, honnêtement, leur rôle, c'est pas créer des databases, créer des users et voilà. Les DBA, c'est gérer les montées de version, gérer la compatibilité, faire l'exploitation des bases, gérer les backups, les restaurations, le monitoring, la sécurité, les performances, gérer l'infrastructure derrière la base de données. Le DBA, il a énormément de travail. Aujourd'hui,
Même si c'est automatisé, je vous mets un Oracle 11 devant les yeux, je vous dis d'automatiser les transferts de base. Les devs, ils ouvrent les yeux, ils ont la langue qui pend, ils vont je sais pas. Moi, je sais juste faire select when, et voilà, ça va pas plus loin. Donc le DBA, il est toujours là. Ça change pas. Ok, donc très bien. Ensuite, il y avait une question toujours dans le contexte des rôles en fait assez traditionnels. Comment est-ce que l'équipe sécurité interagit avec, du coup, les équipes dev et les équipes ops dans la mouvance DevOps? Comment est-ce que se passent les interactions? Comment est-ce qu'ils vont intervenir en fait? Mm. Alors, ce que je peux dire sur ça, c'est qu'en effet, dans une IT, on va dire dit traditionnelle, le schéma, c'était souvent le même, c'est-à-dire que une application était développée, un produit était mis sur le marché ou mis en production. Et souvent, la sécurité, elle arrivait à deux moments. Soit elle arrivait au moment où tout le dossier d'architecture avait été réalisé et elle faisait un audit du dossier d'archi, puis elle mettait des remarques et des stops. Et donc, du coup, il fallait redévelopper ou repenser l'architecture. Soit encore mieux, elle arrivait une fois que tout était en prod et disait bah non, ça ne va pas, il y a des feuilles de sécu, on coupe tout. Et il fallait repatcher, redévelopper en urgence, ainsi de suite. Ça, on va dire, c'était un peu le côté traditionnel. Aujourd'hui, on essaye de plus en plus d'intégrer la sécurité en amont des projets. Ça se passe comme en gros, euh, il y a deux actions, on va dire. La sécurité, elle va émettre ce qu'on appelle des recommandations qui sont pour tout le SI. Donc, qui sont émises bien avant que même le projet existe, si on doit sortir un nouveau produit. Et ça, on va dire, c'est un peu des recommandations. C'est la charte sécurité du SI de notre entreprise. On ne veut pas, par exemple, que vous mettiez des MySQL en version 5. On ne veut pas que vous fassiez du Java 8. On ne veut pas que telle application ne fasse pas de SSL. On veut que les bases soient chiffrées. C'est des recommandations. Donc, du coup, on a déjà, on va dire, des choses qui sont posées sur lesquelles on peut s'appuyer lorsqu'on va construire notre application. Et après, il y a aussi lors de la conception, la sécurité est beaucoup plus présente dans les comités de suivi, d'architecture, va vraiment participer à l'élaboration. Elle va nous valider au fur et à mesure de la construction d'une application, d'un projet, que tout est conforme. Donc du coup, on va dire qu'aujourd'hui, la sécurité, dans ce qu'on essaye de faire, c'est de la mettre plus en amont du projet, d'être moins punitive et de beaucoup plus travailler avec les différents acteurs. Ok, très bien. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, vous les mettez juste en commentaire et je vais les lire. Toujours dans les rôles traditionnels. Alors, en tant qu'architecte, par exemple, d'une DSI, quelle lui sera son interaction avec les équipes dev et les équipes ops? Est-ce qu'il a changé sa façon de designer, par exemple, son application ou son architecture? Quel est le recul, en fait, que devra prendre maintenant un architecte de SI, en fait, d'après toi? Alors déjà, qu'est-ce qu'un architecte de SI? Euh, c'est quelque chose qui, j'ai du mal avec ce mot, architecte de SI. Pour moi, tu as plusieurs types d'architectes. Tu vas avoir des architectes qu'on appelle plus métiers, voire qui vont travailler beaucoup avec les développeurs. Donc, en général, ce sont des anciens développeurs qui ont une casquette en fait de leader technique dans leurs équipes et qui vont faire l'architecture de l'application. Tu as les architectes qu'on va appeler plus des architectes infrastructure qui vont designer la partie infra. Et tu as ce qu'on appelle plus maintenant, je pense, c'est ce que tu voulais dire, architecte SI, plus qu'on va appeler ça des urbanistes. C'est des Tout à personnes fait. qui vont voilà, être architectes, qui vont en fait donner du sens à l'architecture au sein du SI entier. Euh, En fait, ces personnes-là, aujourd'hui, leur rôle vont être de créer des patterns d'architecture. Euh, Par exemple, j'ai un cas concret, sur les microservices, aujourd'hui, chez mon client, il y a l'urbanisation qui a décidé de dire, ben, aujourd'hui, on vous dit que l'architecture des microservices, ça sera Spring Boot ou Spring Cloud, ça sera Java 11, ça sera du RabbitMQ pour les messages entre microservices, ça sera tel produit, Zipkin, ça sera tel. Voilà. Ils posent, on va dire, des architectures, des patterns sur lesquels en fait on va s'appuyer pour construire les projets. Ils ont aussi un rôle d'expert et de consultant au fur et à mesure des projets sur lesquels on peut s'appuyer pour avoir des références ou des conseils. Ok, ça marche. Donc, du coup, on repasse maintenant sur des questions
on va dire, purement technique, mais quand même, on va dire, au niveau des Je vais faire ce que je opérateurs. peux, hein. Lorsque on déploie... Tu Je ferai le Allô? maximum, hein. Pas sûr que je vous réponde à toutes vos questions. Ok, ça marche. Du coup, lorsqu'on a un cluster Kubernetes, c'est vrai que je ne sais pas si tu, effectivement, as l'habitude de travailler sur des clusters Kubernetes, mais il y a une question qui demande, après avoir déployé du coup le cluster Kubernetes en production, quelles sont en fait concrètement les opérations d'exploitation en fait lorsque les développeurs souhaitent mettre en production leurs applications? Donc, quelle sera la relation entre ceux qui ont déployé le cluster et les équipes applicatives du coup? Alors, vaste question. En fait, les personnes, comme on appelle, donc les personnes qui vont déployer le cluster Kubernetes, il y a plusieurs choses. Il y a, est-ce que ça peut être un cluster on-premise, ça peut être un cluster dans le cloud. C'est deux choses différentes parce que dans le cloud, on est sur des clusters managés, c'est-à-dire que un développeur peut lui-même déployer des clusters. Euh, et dans ces cas-là, ce qu'on va lui donner, c'est une enveloppe, c'est une souscription, c'est un endroit, une boîte où il va pouvoir déployer des clusters et déployer directement ses applications dessus. Dans le cas d'un cluster on-prem, c'est quand même de plus en plus rare, hein. Moi, de ce que je vois, on voit quand même de plus en plus dans le cloud. Mais sur les clusters on-prem, qu'est-ce que va faire une personne qui déploie un cluster? Déjà, il va s'assurer que le cluster il continue de fonctionner. Donc, c'est la MCO, il va la maintien en condition opérationnelle. Donc, il y a du run à faire derrière. Après, honnêtement, hein, déployer un cluster Kubernetes, c'est 2 jours de travail. C'est la fin, c'est déployer le cluster. Avant, bon, il y a la partie architecture du cluster, mais aujourd'hui, on trouve des architectures de référence Kubernetes de partout. On a des produits comme OpenShift, comme Rancher qui nous permettent de déployer du Kubernetes. La plus-value, elle n'est pas dans le déploiement de la plateforme, elle est plus dans comment je vais mettre mon appli dans Kubernetes. Euh, donc la plupart du temps, c'est plus les personnes qui vont accompagner les projets qui sont importantes. C'est les personnes qui vont, c'est ce qu'on fait nous. C'est ce qu'on fait, on va dire. J'aime pas le mot DevOps, vraiment. Pour moi, c'est voilà. On vous le répète souvent, j'imagine de toute façon. Le DevOps, ce n'est pas un rôle, c'est une façon de travailler. Voilà. Ça, on vous l'a dit 50 fois. Je sais que vous le savez tous. Mais on va dire les personnes qu'on appelle DevOps côté Ops, euh, leur travail aujourd'hui, c'est d'accompagner les devs, les applications à migrer dans ce genre d'architecture, en sachant que tout n'est pas compatible. Attention, Kubernetes n'est pas la référence pour toutes les applications. Si on ne fait pas de microservices aujourd'hui, Kubernetes n'apporte pas grand-chose en termes de fonctionnalité. La VM marche très très bien aujourd'hui. Si vous regardez dans le cloud, il y a beaucoup plus de VM que de conteneurs Docker. Donc, du coup, je m'embrouille un peu. Peut-être la question, c'était le Oui, effectivement, D1, c'était cet accompagnement, ouais. le D2 en fait d'un cluster cube. Voilà, c'est accompagner, c'est faire la MCO, euh, aider les projets à comprendre parce que ça aussi, les devs sont très demandeurs de Kubernetes. Vraiment, les devs adorent ça. Je veux du cube pour mes microservices. Une fois qu'on leur a déployé le cluster Kubernetes, comment on fait? Helm, c'est quoi? Je connais pas. Comment je déploie des charts? Ah, d'accord. Donc, souvent, c'est l'Ops qui a la connaissance, la compétence là-dessus et qui va, ce qui est très bizarre, hein, parce que Helm, le fait de faire de l'infra as code, le fait d'écrire de l'infra as code sur du Git ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont dérivées du développeur. L'Ops n'a jamais fait de Git de sa vie avant. C'est le dev qui lui a apporté tout ça. Et des fois, l'Ops, on dirait qu'il est obligé de réapprendre aux devs on va vous montrer comment on fait de l'infra code. Non, non, vous pouvez pas juste cliquer sur un bouton pour faire des fichiers avec des scripts. C'est important de scripter, de garder un... Alors que c'est le dev qui a appris ça, en fait, à l'Ops, à la base. Donc voilà. Ok, très bien, très bien. Et ensuite, du coup, autre question, quel est le positionnement exact du rancher? Bon, d'après ton expérience, comment est-ce qu'on va le positionner, du coup, dans notre DSI par rapport aux outils de containerisation, donc avec Docker et Kubernetes? Où est-ce qu'il se positionne? Alors, Rancher, j'en ai pas fait aujourd'hui en production. En effet, il existe des produits. Alors, Rancher, c'est un peu particulier. Je ne comparais pas avec un OpenShift, dans le sens où Rancher, ce qu'il apporte, c'est surtout le déploiement de clusters Kubernetes. OpenShift, lui, il apporte, par exemple, des fonctionnalités à Kubernetes. Ce que ne fait pas Rancher. Rancher, il vous pose des Kubernetes et euh, c'est des Kubernetes classiques. Par contre, ce qui est très fort avec Rancher,
de ce que j'ai vu en tout cas, c'est qu'il vous permet de déployer des clusters on-premise ou dans le cloud. Et ça, c'était ça pour moi leur vecteur d'attaque, c'est de dire que vous avez une console centralisée qui vous permet de déployer autant dans le cloud des clusters que on-prem. Et ça, aujourd'hui, il y a dans les boîtes historiques, les très grosses boîtes, il y a très peu de boîtes qui sont à 100% dans le cloud. On est souvent dans des contextes hybrides. On a une moitié de notre SI qui est dans le cloud, enfin une moitié, on a 10% de notre qui est dans le cloud, c'est les nouveaux projets, et on a 90% qui est on-prem. Et Rancher, il apporte, on va dire, cette souplesse de pouvoir déployer autant on-prem que dans le cloud, et de la même manière, ce qui veut dire que la façon dont je vais déployer mes applications va fonctionner on-prem et comme elle va fonctionner dans le cloud. Après, Rancher, pour moi, voilà, c'est un outil comme un autre, c'est un outil d'un éditeur. Ils n'ont pas non plus révolutionné Kubernetes. Ok. Alors, du coup, maintenant, la question Groovy, bon, je t'en ai parlé en off. Ouais. Donc, voilà, je ne sais pas si tu as eu le temps d'y repenser, mais la question, c'était comment agréger dans un fichier donc, de share libraries plusieurs fonctions afin de les appeler directement en fait, dans notre Jenkins file. De ne pas avoir un fichier par fonction dans Ouais. notre share library. Alors, moi, je sais qu'on le fait, ça. Euh, mais c'est l'avantage, en fait, d'être responsable d'une équipe, c'est que j'ai plus besoin de savoir comment faut le faire. Je sais qu'on utilise ce qu'on appelle donc des librairies partagées, donc des shared libraries. Euh, En général, c'est qu'on a un repo Git avec une librairie en Groovy, et je sais que dans des Jenkins files d'autres projets, ils arrivent à les charger directement cette librairie. Euh, donc, ce qui permet d'avoir en fait de la réutilisation de code. Après, comment le faire, j'ai envie de vous dire, et ça, c'est vraiment le conseil que je vous dirais, dès que vous avez une question technique comme ça, honnêtement, vous trouverez toujours la solution sur Internet. Et puis même moi, ma façon dont je vais vous dire, si j'avais une solution technique, ça se trouve, c'est même pas la bonne, prenez toujours, allez toujours sur 2-3 posts d'un forum, sur Stack Overflow, voilà, il y a toujours quelqu'un qui a posé la question. Ne jamais hésiter, et ça, c'est souvent lorsqu'on a un souci, on a tendance à taper notre problème sur Google et prendre le premier lien Stack Overflow. Ce que je vous conseille, c'est de toujours aller sur la doc de ce que vous êtes en train de faire. Je suis sûr que si je tape Share Library Jenkins, je vais dans la doc officielle Jenkins, je suis sûr que je vais trouver exactement comment ça fonctionne et comment je peux le faire. Et toujours, du coup, toujours suivre la doc officielle plutôt que suivre le tweet d'une personne qui vous a mis sur un forum. Oh, regardez, si je rajoute 7 points virgule, tac, 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 et hop, ça fonctionne. On sait jamais. C'est pas la même personne que vous. Voilà. Allez toujours lire la documentation officielle. Ok, ça marche. Donc, on va du coup passer aux questions que j'ai dans le chat directement. Bien sûr, si j'ai oublié des questions pour ceux qui m'en ont envoyé, n'hésitez pas à les renvoyer dans le chat. Donc, la question de Maurice, c'est avec la venue du DevOps, est-ce qu'un administrateur système aura encore sa place? Oui, oui. Ben, c'est parce que qui fera le système sinon? Alors, en fait, c'est pas avec l'avenir. C'est quoi avec l'avenir du DevOps, c'est ça? Avec, Oui, c'est ça. Avec la moi, venue, la montée de DevOps. ouais, c'est pas forcément pour moi le DevOps hein, qui met en porte-à-faux l'admin 6, c'est plus le cloud. Aujourd'hui, le cloud fait que l'admin système doit se transformer. Euh, L'admin 6 va moins gérer en fait des problèmes système classiques avec le cloud parce que le cloud, on monitore beaucoup plus, on est beaucoup plus proactif. C'est très rare d'avoir des machines qui n'ont pas reboot depuis 2 ans dans le cloud. On fait de l'infra as code, on est très propre. Donc du coup, on va dire les problèmes classiques qu'on avait d'obsolescence, parce que un admin 6, la plupart du temps, ses soucis, c'est parce que c'est pas à jour, qu'il faut monter les versions, tout ça. On l'a beaucoup moins dans le cloud. Par contre, déployer des OS dans le cloud, ça demande quand même des compétences. Ça demande quand même des compétences système, déployer un Windows aussi, gérer un parc Windows, gérer un parc Linux, ça demande encore des compétences. Et puis l'admin 6, il est aussi assez important, c'est que tous nos nouveaux outils, Cube, Rabbit, Grafana, Prometheus, Elasticsearch, tous ces outils, ils tournent sur des machines. C'est des machines qui ont besoin de continuer à évoluer, c'est des machines qui ont besoin d'être administrées, c'est des gens qui on a toujours besoin de personnes qui savent se connecter, identifier des problèmes et résoudre les incidents. On a aussi toujours besoin d'avoir des personnes qui sont qui apportent leur expertise dans la conception de projets. Donc
L'admin 6 va pas disparaître. Honnêtement, ça fait 10 ans qu'on me dit que l'admin 6 va disparaître, que l'admin réseau va disparaître. Ils sont toujours là, on a toujours autant besoin qu'eux. Oui, l'admin 6 dans une startup à la Spotify ou à la Netflix, il va pas avoir le même métier qu'un admin 6 dans une boîte du CAC 40 en France. Euh, mais honnêtement, les boîtes comme ça, il y en a pas énormément. Hein. Honnêtement, c'est des startups, voilà. C'est pas le plus gros du métier de l'informatique aujourd'hui. Le plus gros, ça reste quand même des grosses entreprises. L'admin 6 c'est très important et je pense au moins pour les 10 prochaines années encore, facilement. Ok, donc les amis, ici sont encore un bel avenir. Du coup, euh, alors, prochaine question, comment tu vois l'avenir du DevOps en France? Oula, bah, je vais faire encore une réponse démago, mais je suis pas devin, donc je peux pas vous dire l'avenir du DevOps en France. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut vous donner une réponse à cette question. Après, on peut vous donner une tendance. Voilà, les pratiques DevOps sont de plus en plus demandées dans les entreprises. Les nouvelles pratiques sont de plus en plus recherchées. Donc, j'ai envie de dire que le boulot sera de plus en plus demandé. Il y aura de plus en plus de besoins. Donc, l'avenir a l'air bien. Après, peut-être que dans 2 ans, il y a quelqu'un qui va faire une conférence en Belgique et qui va inventer un nouveau terme et que on dira le DevOps c'est has-been, faut changer. Comme on dit aujourd'hui, l'agilité, c'est plus de l'agilité qu'il faut faire, c'est plus DevOps, ainsi de suite. Ok, ça marche. Alors, prochaine question, avec l'arrivée de GitLab CI/CD et les solutions de CI/CD de GitHub, est-ce que ça sonne la mort de Jenkins? Donc ça, c'est une question de Maurice. Ah, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Euh, Encore une fois, c'est une question. Je pense que Jenkins a certains avantages, qui est sa communauté, qui est son nombre de plugins, qui est un système complètement ouvert. Aujourd'hui, GitLab, c'est pas ouvert. Enfin, c'est open source, mais c'est une entreprise qui tient GitLab. Demain, elle décide d'enlever GitLab de open source, vous faites quoi? Vous êtes obligé d'acheter le produit. GitHub, je sais même pas s'il y a du GitHub on-premise, je crois que c'est que du cloud. Donc demain, ils ferment, ils ont une faille de sécu. Vous faites comment? Jenkins reste quand même une alternative assez forte. Après, il me semble que dans le monde Maven, Java, Jenkins est très très bon. Même s'il rattrape le retard aujourd'hui GitLab. Pour moi, Jenkins c'est encore de l'avenir. Après, oui, Jenkins est beaucoup moins user-friendly qu'un GitLab. Oui, Jenkins va moins bien gérer vos clusters Kubernetes qu'un GitLab, mais c'est encore beaucoup utilisé. Et surtout, il y a aussi une question de culture et d'historique. Moi, j'ai des clients qui ont Jenkins depuis 15 ans. Aujourd'hui, s'il faut aller sur GitLab CI et reformer tous les développeurs sur des nouveaux outils, c'est compliqué. Donc, Jenkins continue pour moi de bien exister. Ce qui mettrait plus en, pour moi, hein, ce qui mettrait plus en danger un Jenkins, ça serait des outils qu'on retrouve maintenant comme les Azure DevOps ou toutes les suites d'AWS ou de Google. C'est plus ça qui met en danger parce que les entreprises se tournent vers le cloud aujourd'hui et la partie CI avec le cloud, elle n'est pas aussi simple que si on utilisait les outils fournis directement par les cloud providers. Et de plus en plus de boîtes franchissent le pas d'aller sur les Azure DevOps, je sais plus les noms des produits équivalents sur AWS Ok, et effectivement, Google. oui, je vois. Code Mais commit, voilà. code machin. Ouais. Et en plus, on est dans du manager et on est super bien intégré avec notre SI parce que tout est super bien fait parce qu'on va par exemple dans Azure. Donc, c'est plus ces choses-là qui vont avoir, je pense, une grosse part de marché qui va arriver. Mais GitLab, c'est génial. Hein. GitLab, j'ai vu encore les dernières nouveautés et maintenant ils font de l'alerting. Bon, je ne sais pas où ils vont s'arrêter GitLab. J'ai l'impression qu'ils vont me mettre toutes les fonctionnalités d'un SI dans leurs produits. À un moment, ça va faire le café. Donc, Ok, ça marche. Donc, du coup, prochaine question de Mawili. Du coup, une fois la chaîne d'intégration continue mise en place, la mission de l'ingénieur DevOps revient à faire du support. Oui, si les projets arrêtent de développer. Mais les projets, ils arrêtent jamais de développer. Ils arrêtent jamais de rajouter, de vouloir des nouvelles fonctionnalités. Ils arrêtent jamais de vouloir des nouvelles choses. Donc en fait, la chaîne CI/CD, elle évolue constamment.
c'est très rare qu'on pose une chaîne de CI/CD et qu'elle ne bouge pas pendant un an. Hein. Donc oui, on fait du support, on continue de la faire évoluer. La chaîne, il faut continuer de la la chaîne CI/CD, elle repose souvent sur des outils qui ont des versions, qui ont des failles de sécu, d'obsolescence. Donc il y a quand même tout ce qui est exploitation de ces outils-là. Euh, et après, encore une fois, hein, mettre en place des outils, c'est la partie la plus facile d'un ingénieur. Alors je dirais SRE plutôt que DevOps. C'est vraiment la partie la plus simple, mettre les outils en place. Ce qui est très compliqué, c'est d'expliquer aux gens comment utiliser bien les outils. C'est ça la partie la plus difficile. C'est de mettre un Nexus, de mettre un Sonar, de mettre un Jenkins, de mettre un GitLab. Super. Mais bon, le dev, on lui a mis un super GitLab qui fait plein de choses, mais il continue de faire juste des git commits dessus et puis de builder sur son PC avant de livrer avec un curl sur le Nexus. Ben non, il faut lui expliquer comment faire de la CI, quelles sont les bonnes pratiques, fournir de la documentation, fournir les bonnes pratiques, continuer à les faire évoluer. Donc non, le support c'est vraiment qu'une petite partie. Ok, ça marche. Alors, du coup, donc on va comprendre 5 questions avant d'arrêter. Donc, Alain demande, je vais reformuler effectivement ta question à Alain François. Donc, il demande quel outil tu peux conseiller à des personnes de la sécurité s'ils veulent interagir avec l'équipe DevOps. Donc, en termes d'outils, simplement que l'on peut intégrer dans le pipeline CI/CD. Est-ce que tu as des outils qui permettraient effectivement comme ça de mettre en place de la sécurité dans les chaînes d'intégration continue? Oui, il y a par exemple Sonar. Sonar qui fait de l'analyse de code. Donc, il va analyser le code, la qualité du code des développeurs et surtout va pouvoir détecter des potentielles failles de sécurité dans le code. Moi, chez les clients où j'interviens, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est que le RSSI, enfin l'équipe RSSI de sécurité, on leur donne accès à Sonar en administrateur. Enfin, en gros, ils ont en lecture seule sur tous les projets et ils peuvent aller directement voir les développeurs en disant bah, j'ai vu que tu as quand même beaucoup d'alertes de sécurité sur ton projet, voilà, tu utilises telle version du framework qui a pour moi des failles de sécurité, ou attention, la façon dont vous codez, là, vous mettez peut-être des failles de DDoS, des choses comme ça. Donc la personne de sécurité peut intervenir beaucoup plus vite sur les développements. Après, sur tout ce qui est Docker, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de scanner des images et de détecter des failles. Je pense à Trivi, par exemple, en open source. Je crois que c'est Aqua, la boîte qui fait ça. Donc, il y a des outils qui permettent, il y a plein d'outils payants. Ça, par contre, sur les outils payants, vous avez une florilège d'entreprises aujourd'hui qui fournissent des services. Euh, Prenez notre produit, on va analyser plein de choses dans votre ICI et la sécurité sera au courant de tout. Bon, j'ai jamais vu encore des trucs en place de ce style, mais il y a des outils qui existent. Ok, ça marche. Et donc, Franck Julien nous demande quelle est la différence que toi tu fais entre Grafana, ELK et les autres outils de supervision classique Zabbix et Centréon. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une fracture entre ces nouveaux outils dont on entend parler, Grafana, ELK, et ceux qu'on connaissait par le passé qui étaient Zabbix et Centréon? Oui, alors Grafana et ELK, c'est pas forcément pour moi des outils de supervision comme Zabbix ou Centréon, parce que ELK fait pas d'alerting. Grafana, sa brique d'alerting, elle est juste là pour donner un petit plus, mais c'est pas une vraie brique d'alerting. On fait pas vraiment de la gestion d'alerte avec Grafana. Je le mettrais plus Zabbix et Centréon en concurrence avec toute la stack InfluDB ou toute la stack Prometheus ou même si aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, Elastic fait un peu de métrique, je crois, mais la partie alerting est pas très bonne. Elasticsearch, il est plus en concurrence moi, avec un Dynatrace, par exemple, qui fait plus du monitoring ou avec j'ai oublié le nom, qui fait plus comment ça s'appelle cette boîte? Un concurrent d'Elastic, mais qui n'est pas open source, Splunk, qui est c'est plus là de la collecte de métriques et après de l'analyse. Sur la partie Zabbix Central, on est vraiment dans du monitoring classique. Donc oui, il y a une fracture pour moi avec des outils comme Influ ou Prometheus. Parce que on n'est pas sur la même conception de la supervision. Euh, les principales différences, je dirais, c'est que Zabbix Centréon, on va plus aller poser des agents et collecter des métriques et avec des seuils déclencher des alertes. Avec Prometheus, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on va être plus sur
sorte de l'APIfication en fait, de notre monitoring, on va pouvoir plus facilement déclencher des actions plus complexes. On va pouvoir donner la main plus facilement en fait à des projets à travers les API des outils, et on va pouvoir aussi croiser, faire beaucoup plus de corrélations. C'est ça, c'est quelque chose qui manque énormément. Alors ça fait longtemps que je fais plus de Central Dynamics, mais par exemple, si j'ai un serveur qui a telle panne, un autre serveur dans un autre DC qui a telle panne, et puis en même temps je détecte que parce que mon front, mon proxy en entrée, mon firewall détecte un flux réseau qui est tombé, je vais pouvoir faire de la corrélation d'événements et déclencher des actions en fonction de. Centréon avait un peu de mal de faire aux Zabbix de la corrélation entre eux. On pouvait le faire, mais c'était un peu pas très propre la façon de le faire. Donc c'était par exemple une des fonctionnalités qui les différencie. Et ça marche. Donc, je vais poser ma question du coup à moi. J'entends parler ces derniers temps du poste de SRE et je crois qu'il y a même également la mention SRE sur ton profil. C'est quoi du coup le lien avec le DevOps ou alors il n'y en a pas, la différence, les avantages de ce métier dont j'entends déjà parler? Bon, ça c'est la question un peu classique que je pose souvent d'ailleurs en entretien avec des candidats. La différence entre SRE et DevOps, j'imagine que tu en as déjà parlé, Diran, dans tes cours. Dans les cours, non. C'est pas bien du coup. Alors, avant, je vous conseillerais une vidéo qui est très très bien faite de Google. Vous tapez dans YouTube SRE, DevOps, Google. Vous allez trouver des ingénieurs Google qui vous expliquent qu'est-ce que c'est SRE. Et en fait, ils disent une chose, ils disent que si on parlait en tant que développeur qui écrit du code, on dirait que SRE, c'est un objet de la classe DevOps, en gros, qui implémente DevOps. Un ingénieur SRE, c'est une personne qui va essayer d'amener toutes les bonnes pratiques que le DevOps apporte dans une entreprise. Parce que le DevOps, j'imagine déjà répété, ce n'est pas... En fait, quelque chose de très simple. L'agilité. On ne dit pas à une personne que c'est une personne agile. On dit qu'elle travaille dans un contexte agile, elle connaît les principes de l'agilité, elle connaît les bonnes pratiques de l'agilité. Et bien, DevOps, c'est exactement la même chose. Vous pouvez remplacer DevOps par le mot agilité, et vous verrez qu'on ne dit pas ingénieur agile, on ne dit pas, du coup, ingénieur DevOps. Que ça te va comme réponse? Ok, ça marche. Je crois que la vidéo, c'est une dame, n'est-ce pas? Avec un autre monsieur là. Ouais, il y a une personne, il y a deux personnes, ouais, une dame et un Ah, monsieur. ok. Ouais. J'ai vu, la femme est un peu bizarre et tout. On sent vraiment une geek. Ok, ça marche. Du coup, je vais prendre encore deux questions avant qu'on arrête. Donc, la question d'Alain François. Parlant de Sonar, est-il plus efficace de l'installer comme plugin sur les frameworks des devs afin qu'ils interviennent directement ou mieux vaut centraliser les alertes Sonar chez l'équipe sécurité qui se charge d'envoyer ce qu'ils estiment plus ou moins critique aux devs? Alors, sur les grands principes du DevOps, on a quelque chose qui est assez important, et c'est qu'on essaie de casser du coup, on essaie de travailler de mieux en mieux entre Ops et Dev. Et pour faire ça, c'est quelque chose d'important, c'est de redonner de l'autonomie aux développeurs. C'est très important. Les développeurs, la plupart du temps, de façon traditionnelle, une fois qu'ils ont écrit leur code, nous disent je ne veux plus rien savoir, j'ai écrit mon code, débrouillez-vous. Leur donner de l'autonomie, c'est quoi? C'est les impliquer dans la production de leur application, mais aussi de les impliquer dans les bonnes pratiques de sécurité, dans les bonnes pratiques de code, dans le build de leur application. Moi, j'ai des devs, ils écrivaient du code et je leur dis, ben, tu le builds comment? Ils savaient pas. Ils savaient pas comment ils le buildaient. Ils cliquaient sur un bouton dans leur IDE, ça buildait un truc, ça le lançait en local. Puis une fois que je leur dis, ben, faut que tu me le livres dans un Nexus, ou faut que tu me le livres avec une chaîne, ils savaient pas le builder. Donc, leur redonner de l'autonomie sur tout ça. Parce qu'avant, on avait des équipes qui étaient là que pour builder, en fait. Des équipes spécialisées qui ne faisaient que builder, livrer, des équipes d'intégration. Pour moi, ça n'existe plus, ça. Donc, il faut leur donner beaucoup d'autonomie. Donc, le sonar, bien sûr qu'il faut leur donner. Il faut leur donner absolument. Alors, l'histoire de plugin, j'ai pas trop compris, mais en gros, la plupart du temps, dans une chaîne de CI, quand tu pousses ton code et que tu le builds, il y a une analyse sonar qui est faite. Le rapport est envoyé dans un sonar qui est en général soit dédié à l'équipe, soit mutualisé, centralisé pour tout le SI, mais tout le monde y a accès. Les devs vont se connecter sur les sonars pour aller voir leur code,
la notation de leur code, et la sécurité se connecte aussi pour bien vérifier qu'ils appliquent bien les principes de sécurité. Donc, le meilleur, on va dire, organisation, c'est que les devs soient le plus autonomes. C'est-à-dire que le dev voit la faille de sécurité, la corrige tout seul et pousse son code après. Et la personne de la sécurité sera super heureuse. Elle va se dire, ben, je vais leur faire confiance. J'ai plus besoin de leur taper sur les doigts. J'ai plus besoin de mettre un garde-fou devant pour leur dire attention, attention, attention. Ils sont autonomes. Ils ont compris la notion de sécurité. Ils ont compris que c'était très important la sécurité. Et du moment que vous avez fait comprendre à un dev que c'était important de sécuriser leurs applications, vous avez tout gagné. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai des devs qui me disent le SSL, je vois pas l'intérêt de mettre du SSL. Ben, si, ça chiffre ton flux. Oui, mais bon, voilà. Mais ils n'ont pas le réflexe parce qu'on leur a pas appris. Parce qu'aujourd'hui, les formations de développeurs, vous allez, je sais pas, dans les grandes écoles, chez Epitech et compagnie, j'ai donné des cours chez Epitech, les 5e années chez Epitech, ils connaissaient pas le handshake SSL, qui est pour moi quelque chose que tout le monde devrait connaître, de savoir aujourd'hui, on fait tous du SSL tous les jours, tous les jours. Là, aujourd'hui, je vous parle à travers un flux HTTPS, donc mon flux est chiffré, personne ne peut le voir. À part Jiran, parce que c'est l'admin du serveur et qui nous enregistre, mais normalement, personne peut voir. Et c'est des choses très basiques qu'on leur a pas forcément appris, même si maintenant les formations ont un peu évolué. Il faut toujours donner de l'autonomie et de la responsabilité. Donc, dès que vous pouvez donner aux développeurs cette autonomie et cette responsabilité, vous avez tout gagné. Ok, ça marche. Donc dernière question. L'avant-dernière question, quelles sont les bonnes pratiques quand on fait Jenkins ou GitHub et GitHub, je crois, il a pu dire. Bon, je pense que Quand c'est on une fait question un du, peu vaste. pardon, Je te laisse. du Ansible, du Quand on Jenkins et fait du GitHub. Ansible, Jenkins et GitHub. Eh ben, bonne pratique, lire la documentation. Vraiment. D'ailleurs, Ansible a une documentation excellente. Voire même, il y a des endroits où c'est écrit best practice. Il faut les lire. Et vous aurez les best practices pour Ansible. Jenkins, les bonnes pratiques, honnêtement, il n'y en a pas forcément. Ça vient avec l'expérience. Ce que je peux vous dire, une bonne pratique sur Jenkins que j'aime souvent mettre en place, c'est ne jamais mutualiser les masters. Mutualisez vos slaves, mais pas vos masters. Faites des masters dédiés par équipe ou par domaine, par projet. Ça évite les problèmes d'incompatibilité de plugins. Ça évite que lorsque vous voulez faire une montée de version pour quelqu'un, ça n'impacte pas tous les autres. Par contre, les slaves, vous pouvez les mutualiser sans aucun problème. Les bonnes pratiques sur GitHub, c'est tellement bien fait GitHub que honnêtement, euh, les bonnes pratiques, elles sont presque codées dans le truc, en fait. Donc, il y a très peu de chances que vous cassiez GitHub en faisant une mauvaise manip ou autre. Utilisez les best practices de GitHub aussi, la doc est extrêmement bien faite. Ok, très bien. Et donc, dernière question, donc de Chirac. En tant que jusqu'où sommes-nous obligés d'aller dans l'apprentissage du DevOps, sachant que le terme DevOps fait intervenir le Dev et Ops, comme pour dire que chacun a son périmètre d'action. D'après votre expérience IT, peut-il être Dev et Ops en même temps de manière efficace? Donc voilà. Donc c'est en deux temps. Ouais, alors je vois à peu près la question. Encore une fois, question démago, réponse démago. On peut pas être bon partout. Ça, je vous le dis, personne n'est bon partout. Ça n'existe pas. Donc, on peut pas être bon dev et bon ops. On peut être un dev qui fait très bien du ops. On peut être un ops qui sait très bien faire du dev. J'en ai, hein, j'ai des collègues dev, ops qui m'ont développé des sites internet magnifiques. Mais on peut pas être expert. C'est pas possible. En fait, voilà, on a un cerveau qui fait que, sauf si vous avez tous 180 de QI, on peut pas être expert partout. Euh, En tant que dev, du coup, nous sommes obligés d'aller dans l'apprentissage du DevOps. Alors, bah, j'ai envie de dire jusqu'au bout, euh, sur tout ce qui est bonne pratique, parce que le DevOps, c'est un ensemble de bonnes pratiques. Jusqu'au bout. Pour moi, sur la partie DevOps, un dev doit autant connaître qu'un Ops. De faire des bonnes pratiques de l'infrascode, de faire de la CI/CD, de faire du test. Ça, par contre, en tant que dev, faire beaucoup de tests, ça c'est très important. De mesurer ses erreurs, d'apprendre de ses erreurs, de documenter, de communiquer, d'échanger, de confronter les points de vue. Euh, c'est vraiment une façon de travailler. Donc, après, sur tout ce qui est, peut-être la question était peut-être plus, est-ce que en tant que dev, je dois savoir absolument faire de l'Ansible? Est-ce que je dois absolument savoir déployer un cluster Kubernetes?
Non, parce que c'est pas votre métier de le faire. Votre métier de développeur, faut toujours revenir à la base. C'est quoi le but d'un métier d'un développeur? C'est de faire du code. Donc, faire du code, en respectant des bonnes pratiques, en essayant de bien prendre en compte la sécurité, de bien faire du testing, de la performance, d'être sur des choses pas trop obsolètes. C'est ça qu'on demande à un dev. Et c'est très rare déjà ça d'avoir des devs qui savent faire tout ça. Euh, et après, sachant que le terme DevOps va intervenir les devs et les ops, donc son périmètre d'action. Le périmètre d'action, honnêtement, il a tendance à se réduire, mais il reste quand même bien défini. Un développeur ne va pas aller gérer l'infrastructure. Ou alors il a une double casquette, ou alors il est dans une petite structure, dans une petite entreprise, et il peut avoir plusieurs casquettes. Mais dans une grosse entreprise, un développeur ne va pas aller gérer de l'infrastructure, ne va pas gérer le SAN, ne va pas gérer des ESX. Donc il y a quand même un périmètre qui est bien établi. Après, sur les aspects de DevOps, de CI/CD, moi, ce que j'aime dire, c'est que les devs, c'est pas à eux de maintenir les outils, de les déployer. C'est pas leur rôle, c'est perdre du temps. C'est en général plus des choses que les ops vont faire. Par contre, le dev, il faut qu'il aille jusqu'au bout de son autonomie. Il faut qu'une fois qu'il a les outils, il faut qu'il maîtrise ses outils. Il faut qu'il se les approprie. Il faut que un dev, quand il écrit du code, il sache exactement ce que va devenir son code. Il sait exactement comment il va être buildé. Il sait exactement comment il va être déployé, comment il va être configuré, le nombre d'environnements que j'ai de tests, savoir lire mon rapport sonar, savoir lire mes tests unitaires, mes tests fonctionnels. C'est important pour un dev de connaître l'application du début jusqu'à la fin. Ok, très bien. Du coup, je ne sais pas si tu avais effectivement quelque chose à rajouter, Kevin, par rapport à cet échange. Donc, moi, je voudrais te remercier pour ta disponibilité et je te laisse éventuellement si tu as un mot de fin avant qu'on ne clôture la séance. J'ai pas forcément préparé un mot de fin. Ce que je peux vous dire comme conseil, euh, ne vous mettez pas la pression sur le nombre d'outils à apprendre. Euh, Diran, il vous en parlera peut-être un peu plus dans la suite de vos formations, mais connaître des outils, c'est très bien. Ce qui est recherché aujourd'hui, ce qu'on attend de personnes qu'on vous profile, c'est des personnes qui sont curieuses. Posez-vous toujours la question de pourquoi je fais de l'informatique. C'est très important. Euh, euh, La plupart des gens que je trouve bons dans leur métier, c'est des gens passionnés. C'est des gens qui aiment faire ça. C'est des gens qui aiment transmettre. Trouvez-vous toujours quelqu'un pour apprendre. Très important. Diran nous en parlera sûrement, mais avoir une personne, quand on est junior, c'est très important d'avoir une personne sur laquelle on peut se reposer et une personne qui va nous faire monter, nous faire grandir en fait en tant qu'informaticien. Et vraiment, n'acceptez pas des postes où on vous livre à vous-même tout seul, même si vous pensez être très autonome. C'est très important de toujours de bien s'entourer, et d'être dans une équipe, en tout cas en tant que junior, d'être dans une équipe où vous allez pouvoir grandir. Restez curieux, restez passionné, lisez beaucoup, ça c'est très important. L'actualité, vraiment. Quitte à plus sacrifier une soirée à apprendre une technologie, c'est des fois mieux de connaître les nouvelles tendances, participer à des meet-ups, participer à des conférences même en online, aller voir ce qui se fait ailleurs. C'est vraiment ça aussi, ne restez jamais renfermé sur vous-même. Voir ce qui se fait ailleurs, apprendre des erreurs des autres, c'est quelque chose de très important. Euh, on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Mais il existe par exemple annuellement des choses comme le DevOps Day à Marseille, ou je sais plus au Grand Rex, c'est aussi quelque chose à Paris. Euh, N'hésitez pas à y aller, c'est pas très cher, la plupart du temps le ticket d'entrée il est de 50, 60 euros, des fois pour les étudiants c'est même réduit à 20 euros. Euh, N'hésitez pas à aller à ce genre d'événement, d'échanger, de participer, de vous inscrire sur des forums, voilà. C'est ce que je pourrais vous dire en mot de fin. Restez curieux, restez passionné et essayez vraiment de trouver quelqu'un pour vous aider à grandir. Ok, super. Merci, Kevin. Donc, pour la petite histoire, effectivement, je suis arrivé chez Devoteam, qui est une très bonne société, et je vous conseille aussi d'aller faire un tour si vous le pouvez. Voilà. Mais pour moi, le plus important, et comme Kevin le disait, c'est d'avoir un mentor, en fait. Du coup, moi, j'ai eu la chance quand je suis arrivé chez Devoteam, c'est que je n'étais pas abandonné à moi-même chez le client. Donc, il y avait Kevin qui m'aidait sur plein de problématiques. Et vraiment, il y a plein de choses que je ne comprenais pas, en fait. Il y a tellement de choses sur lesquelles j'étais perdu. C'est comme si on arrivait dans un film chinois et c'est des Chinois qui te parlent. Du coup, j'étais complètement égaré. Et
effectivement, il a su me remettre sur le droit chemin et avec beaucoup de ténacité et de perspicacité, j'arrivais tant bien que mal à comprendre, même si j'avais toujours des problèmes avec la sécurité. Notre fameux ami sécurité, voilà. Donc, du coup, avec son aide, j'ai réussi. Donc, je vous invite effectivement à avoir également des gens qui vont vous qui guider comme Kevin l'a fait pour moi et je lui suis toujours très reconnaissant et encore plus avec l'échange qu'on vient d'avoir. Donc, merci à tous. Kevin, comme d'habitude, on se retrouve sur LinkedIn. Donc, voilà, on se capte. Je publierai la vidéo comme d'habitude. Donc là, je vais la mettre sur le partage auquel vous avez déjà accès dans le cadre de la formation. Et je la mettrai aussi sur YouTube pour ceux qui veulent également pouvoir, du coup, pour pouvoir effectivement partager d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que nous. Je pense qu'il y en a de nombreuses personnes qui se posent les mêmes questions que vous vous êtes posées. Donc, sur ce, je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt pour les formations. Merci. Allez, ciao, ciao. Au revoir à vous. Yes.